Eh bien, donc, bonjour à tous, merci d'être connectés si nombreux. Donc aujourd'hui, on va vous faire pas mal de démos de sécurité. Alors évidemment, autour d'Active Directory, 100% démos, 0 slide. On a un petit peu menti, on s'en excuse. Hein. Il y a quelques slides, il y a 3 ou 4 slides. Voilà, je nous présente, donc Sylvain Cortès, mon confrère de chez Alcide. Bonjour à tous. Et puis moi-même, Guillaume Mathieu, donc le directeur technique de Flexi. Et donc l'agenda de la conférence, ça va être la présentation de la séquence d'attaque, donc ça c'est Sylvain qui va faire. Et puis après, que des démos. Alors on a fait des vidéos pour optimiser le timing des démos. Et enfin, après, on parlera d'un plan de remédiation et on terminera par une session de questions-réponses. Merci Guillaume. Donc, ce qui nous de présentation et de démo, je vais simplement vous montrer rapidement une slide et après on bascule sur les démos et comme le disait Guillaume, on a timé les vidéos. On a timé les vidéos de façon assez forte pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de problème de timing. Alors en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de la keychain et on a adapté la keychain à l'environnement Active Directory. Et donc on va enchaîner un certain nombre de démonstrations qui partent en gros du poste de travail et qui vont jusqu'à la fin, c'est-à-dire le chiffrement des données et la demande de rançon. Donc pour faire très simple, on va d'abord regarder très rapidement comment une des méthodes pour devenir administrateur local d'un système. On va ensuite faire un peu de reconnaissance. Donc on a choisi là pour le coup un truc simple qui est Bluedown, que tout le monde connaît. Et puis ensuite on va regarder un peu quels sont les moyens de capturer des mots de passe. Donc comment capturer des mots de passe depuis la machine ou depuis Active Directory. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va basculer sur la partie exploit. Donc comment utiliser des exploits. On utilisera un truc basique aussi qui est Metaexploit, que il y a beaucoup de gens qui connaissent. On fera quelques démos sur l'exploitation, l'escalade de privilèges et le mouvement latéral. Les outils que vous connaissez vraisemblablement et d'autres que vous ne connaissez vraisemblablement pas bien. Donc on a essayé de faire un mix de tout ça. Et puis ensuite, on passera à la fin, c'est-à-dire la partie persistance. On vous expliquera ce que c'est que la persistance. Et puis comment on détruit les sauvegardes, comment on chiffre et évidemment la partie rançon. Alors on va du coup commencer avec notre première présentation qui est une démonstrateur local du système. Guillaume, c'est parti. Dès que la vidéo se charge. Donc le principe en fait là de l'attaque, c'est globalement on va voler un PC. Donc ça peut se faire avec un peu de reconnaissance. On va cibler typiquement notre ami l'administrateur réseau via les réseaux ciblés, typiquement notre ami l'administrateur réseau via les réseaux sociaux. Et une fois que je vais voler son poste, le but c'est de passer à admin local. Pour cela, par contre, il va falloir que j'accède à la base SAM. Et donc ça va être tout. Là par contre, Sylvain, il y a eu un petit raté, il n'a pas démarré au bon endroit de vidéo, mais c'est pas grave. Donc l'idée en fait, c'est que ce DVD-là va me permettre en fait d'accéder à la base SAM. Normalement, seul le compte système y a accès, mais rien ne vous empêche de basculer là. Donc ça charge le fichier en fait SAM point qui correspond à HK local machine SAM. Et donc là, ce qu'on vient de faire en fait, c'est qu'on s'est créé un compte Neo avec le live CD, tout simplement parce que live CD a monté le fichier SAM point et édité la bonne entrée au bon endroit dans la base de registre et m'a créé un compte administrateur. Donc ça, c'était vraiment sympa parce que ça permet à la fois de créer de nouveaux comptes dans la base SAM et j'ai envie de dire, créer parce que la LCD a monté le fichier SAM point et édité la bonne entrée au bon endroit dans la base de registre et m'a créé un compte administrateur. Donc ça, c'était vraiment sympa parce que ça permet à la fois de créer de nouveaux comptes dans la base SAM et j'ai envie de dire, créer de nouveaux comptes ou de réinitialiser d'anciens comptes. Voilà. Donc, à ton avis, Sylvain, comment on peut lutter contre ça? Est-ce que ça semble assez basique pour devenir administrateur? On va dire pour être en capacité de lutter contre ça.
Sur Windows, évidemment, chiffrer les machines, donc chiffrer via BitLocker par exemple, ou via d'autres solutions. Donc chiffrer tout ce qui est partition d'amorçage et partition de données, sous Mac, FileVault, sous Linux, faire du Lux pour faire du chiffrement. Et puis après, la deuxième partie auquel on pense pas toujours, c'est la protection du BIOS ou de l'UEFI. Donc là, il y a des moyens maintenant, notamment via Intune, de faire de la gestion à distance de BIOS et du UEFI. Et ça va permettre de mettre des mots de passe, d'avoir quelque chose d'un peu plus renforcé pour éviter que quelqu'un rentre dans le BIOS ou dans l'UEFI, d'avoir quelque chose d'un peu plus renforcé pour éviter que quelqu'un rentre dans le BIOS ou dans l'UEFI. Alors évidemment, quand on a encore des vieux BIOS, la bonne vieille méthode qui consiste à ouvrir la machine, enlever la pile CMOS pour initialiser, est toujours disponible. Et dans tous les cas, de toute façon, quand on a un accès physique à la machine, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc là, on a vu une des méthodes pour devenir admin local. On va regarder un peu ce que c'est que la reconnaissance. Alors la reconnaissance, c'est classique. On va utiliser ici deux petits outils, un qui s'appelle Sharphound et un autre qui s'appelle Bloodhound. Et l'idée ici, c'est de comprendre ce qu'on peut faire. Donc Sharphound, c'est un exécutable. On va lancer une ligne de commande pour collecter des informations depuis un actif. Pas de traducteur pour faire ça. Il va suffire simplement d'avoir un compte utilisateur classique en lecture seule sur Active Directory. J'ai absolument pas besoin d'un compte pour Bloodhound sur une machine. Il faut être administrateur local. Et encore une fois, on est devenu administrateur local dans l'étape précédente. Donc là, on voit que j'ai collecté des choses. Écran d'ailleurs pour bien. J'ai connecté des informations sur l'administrateur local. Et encore une fois, on est devenu administrateur local dans l'étape précédente. Donc là, on voit que j'ai collecté des choses. Écran d'ailleurs pour bien. J'ai connecté des informations sur les GPO, sur les users, sur les groupes, sur les ACL. Et je me retrouve avec un fichier zip qui contient un certain nombre de uploadés dans l'interface de l'outil qui va me permettre d'exploiter ces données, qui est Bloodhound. Donc Bloodhound, c'est un outil sur GitHub qui est disponible, qui se base sur une base de données qu'on appelle une base de données graph. Et dans l'exemple de Bloodhound, c'est une base de données Neo4j, qui va de faire des relations et de proposer des relations entre les objets. Donc là, je vais uploader mes données. Donc je vais vérifier, voilà, il y a tous les JSON qui sont dans l'outil. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser l'outil une fois que c'est dans la base de données de l'outil. Donc vous voyez, là, j'ai ma base avec un certain nombre d'informations. Je vais pouvoir soit utiliser des, soit je vais pouvoir lui demander qu'il me désigne des chemins d'attaque. Donc là, typiquement, j'ai un user que j'ai déjà compromis et je lui demande quels sont les chemins vers, je vais pouvoir soit utiliser des, soit je vais pouvoir lui demander qu'il me désigne des chemins d'attaque. Donc là, typiquement, j'ai un user que j'ai déjà compromis et je lui demande quels sont les chemins vers, par exemple, un domaine contrôleur. Donc là, je vais sélectionner un des domaines contrôleurs et je lui demande en fait de me monter attaque. Et là, il en fait toutes les relations entre les objets qui me permettent de passer de l'utilisateur vers le contrôleur de domaine. Donc là, on voit que j'ai deux chemins. Premier chemin, parce que ce user appartient à un groupe qui s'appelle helpdesk, et il se trouve que ce groupe helpdesk a le droit d'administrer serveur tier 1 dans le modèle de tiering. Et on voit que, en fait, un admin du domaine, ou plutôt quelqu'un qui a le droit d'administrer le domaine contrôleur à cette machine. Et je vois aussi que, pareil, ce user a le droit d'administrer cette workstation. On voit que sur cette workstation, on a un utilisateur qui est membre de domaine admin qui a. Ça veut dire qu'en fait, je peux comme ça voir visualiser toutes mes relations et cette workstation. On voit que sur cette workstation, on a un utilisateur qui est membre de domaine admin qui a. Ça veut dire qu'en fait, je peux comme ça voir visualiser toutes mes relations et être capable de visualiser les chemins. Une fois qu'on a dit ça, il faut savoir que dans Bloodhound, on est en capacité d'éditer un certain nombre de choses dans la base de données. On peut marquer un objet comme compromis, comme un tas de choses qu'on peut au final utiliser directement les queries qui sont intégrées dans Bloodhound. Donc les queries intégrées dans Bloodhound, vous n'avez pas besoin de les créer pour le coup. Et là, je vais lui demander les chemins sur le domaine Windows 2019.priv qui me permettent d'accéder à savoir ici domaine contrôleur et contrôleur de domaine en français. Et donc, il me suffit de sélectionner en fait un des pour être en capacité derrière de voir le chemin qui me mène vers ma cible. Et évidemment, encore une fois, on va considérer qu'on veut au final être un des
pour être en capacité derrière de voir le chemin qui me mène vers ma cible. Et évidemment, encore une fois, on va considérer qu'on veut au final être domaine contrôleur. Showdown, c'est vraiment un outil qui est super pratique parce que même si on ne connaît pas grand-chose à la sécurité Active Directory au départ, pour faire de la visualisation de chemin, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. A priori, il y a des gens qui me disent qu'ils ne voient pas les vidéos. Julien, tu me confirmes que tu vois la vidéo, toi? Oui, je vois la vidéo. Ok, impeccable. Donc du coup, Guillaume, qu'est-ce qu'on peut faire un peu là pour lutter contre des trucs genre Blue Dinde? Est-ce qu'on a des pistes? Bah, c'est pas facile parce que là, ce qui est terrible, c'est que l'attaquant, il a sa feuille de route de tous les sauts qu'il doit faire pour arriver à l'objectif final, qui est Donc là, c'est quand même vraiment difficile. Alors, il y a un modèle à mettre en place en termes de délégation d'admin qui s'appelle le modèle tier 0, tier 1, tier 2. Pour l'expliquer brièvement, le type du service Active 0, tier 1, tier 2. Pour l'expliquer brièvement, le type du service Active Directory. Donc, ce sont ceux qui généralement sont membres du groupe Enterprise Admin. Et ces gens-là, ils ne doivent jamais, et je précise bien jamais, ouvrir une sécurisée. Donc, si on applique ce modèle-là, normalement, déjà, on bloque l'administration au service, puisque Global n'arrivera pas à établir un chemin vers ce groupe-là. Tier 1. Et le tier 1, c'est les serveurs, et là, c'est beaucoup plus dur, parce que même si on fait une délégation d'admin très rigoureuse, il y a quand même souvent des besoins de se connecter sur de nombreux serveurs. Au moins un chemin pour arriver à escalader tier 1 à partir d'un compte helpdesk. Ça, c'est très probable. Ok, Guillaume, on fait court. Maintenant qu'on a découvert un peu les différents objets, une fois que j'ai un peu sélectionné en fait les objets qui m'intéressent, de faire du vol de credentials. Donc là, on va voir deux manières de le faire. Dans cette première présentation, on va faire du vol de credentials en utilisant une technique qu'on appelle le password. Le password, manière de le faire. Dans cette première présentation, on va faire du vol de credentials en utilisant une technique qu'on appelle le password. Le password se passer en dessous du radar de ce qui est d'habitude détecté par du brute force. Et là, l'objet, en fait, ça va être de mot de passe et surtout de lockout d'Active Directory, de lui donner à manger ensuite deux fichiers, la liste des users sur lesquels je veux jouer et un autre fichier texte qui contient en fait les mots de passe que je veux utiliser et que je veux tester. Donc là, il y a plein d'outils qui existent. Là, un outil type PowerShell. Mais évidemment, l'objectif, c'est de dire, je vais tester mes mots de passe, par exemple, toutes les 5 minutes. Si la politique de lockout vérifie quelque chose qui est en dessous, jouer tous les mots de passe toutes les 5 minutes. Donc ça peut être long, le password spring. Quand vous jouez une attaque de password spring, ça peut être très long, même ça peut durer des jours, des semaines, voire au final, c'est quasiment indétectable de la plupart des solutions. En tout cas, toutes les solutions qui se basent des jours, des semaines, voire au final, c'est quasiment indétectable de la plupart des solutions. En tout cas, toutes les solutions qui se basent sur les logs ne verront pas grand-chose en termes de password spring, parce que authentification tout à fait classique. Donc ici, je vais jouer mon attaque. Je vais et derrière, au final, ça va me générer plusieurs fichiers texte qui vont contenir en fait utilisateur les mots de passe que j'ai récupérés. Donc au final, je vais avoir un fichier texte qui contient les users et les mots de passe qui correspondent, évidemment sans que l'utilisateur se soit douté de quoi que ce soit, et en étant passé en dessous du radar. Guillaume, en termes de password spring, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, c'est quand même une bonne hygiène de mots de passe qui est vraiment la base. Donc effectivement, garantir une longueur minimum et surtout l'utilisation. Qu'on peut faire? Alors là, c'est quand même une bonne hygiène de mots de passe qui est vraiment la base. Donc effectivement, garantir une longueur minimum et surtout l'utilisation de caractères alphanumériques, éviter par exemple que des digits en mot de passe. Ça, c'est vraiment un principe de base. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, Microsoft, la complexité, c'est pas suffisant. AZERTY avec un A majuscule 1, 2, 3 est un mot de passe complexe. Donc, on peut étendre la passe suite DLL. Et à ce moment-là, on va pouvoir complexifier, par exemple, interdire des mots de passe de type Flexi 2020, point d'exclamation. Voilà. Donc, moi, ma préco, c'est de développer de la passe suite DLL ou de l'implémenter pour quand c'est des produits payants. Voilà. Et donc, Azure AD Password Protection est un exemple de passe suite DLL. Mais vous avez aussi OneEntity Password Manager qui fait ça très bien. Ok, Guillaume. Je te laisse expliquer la compromission d'un compte local. Avec
Donc voilà, l'idée c'est que là on a un gentil compte qui s'appelle SVC antivirus qui va nous servir à déployer les antivirus. Donc là pareil, qui va nous servir à déployer les antivirus. Donc là pareil, c'est un besoin courant. Des fois que les consoles elles ont accès à toutes les machines du domaine. Serveur à son travail. Donc naturellement, on va avoir un compte en fait, l'identité de ce compte. Mais encore une fois, si la machine elle arrive à démarrer le service, c'est que forcément le login mot de passe il est contenu quelque part. Il y a une partie de la base de registre qui n'est pas connue. Et pour y accéder, on va utiliser un outil qui s'appelle PSExec qui va nous permettre de passer dans le vrai compte admin local, qui est pas administrateur, le compte qui a tous les pouvoirs sur la machine, c'est système. Et donc, PSExec-CMD nous a permis de passer ce système. Une fois qu'on arrête, on va aller utiliser un second outil normalement, qui va nous permettre de lire en fait, voilà, qui s'appelle sapd.exe, qui va nous permettre de lire en fait une section particulière de la base de registre qui est HK Security. Et dans HK Local Machine Security, il y a une clé qui s'appelle Policy. Et là-dedans, c'est Secret. Et en fait, les mots de passe des comptes services sont contenus dans Security. Et dans HK Local Machine Security, il y a une clé qui s'appelle Policy. Et là-dedans, c'est Secret. Et en fait, les mots de passe des comptes services sont contenus dans cette clé-là. Voilà. Donc en fait, encore une fois, très très facile d'élever les privilèges au travers d'un compte de service. Donc évitez par pitié un compte de service domaine admin. Alors effectivement, éviter les comptes de service domaine admin, ça paraît assez évident. Et alors que peut-on faire contre ce type de choses? C'est assez compliqué parce qu'on a besoin de comptes de service qui sont souvent effectivement admin sur un ensemble de machines. Ce qu'il faut tenter de faire, c'est faire déjà une politique de mot de passe de type PSO dédié au compte de service. Donc ça, c'est quelque chose avec un mot de passe très long, complexe, etc. Et puis quand c'est possible, utiliser les GMSA. Qui sont les comptes de service nouvelle génération dans Active Directory. La difficulté, c'est que ce n'est pas compatible avec toutes les applications. Donc parfois effectivement, il y a un petit souci vis-à-vis de ça. Donc parfois effectivement, il y a un petit souci vis-à-vis de ça et on est obligé d'utiliser des comptes classiques. Et donc on renforce le plus possible le mot de passe aussi au compte de service. Alors, une fois qu'on a vu maintenant comment faire un peu du vol de credentials, que ce soit depuis AD ou depuis la base locale, je vais commencer à pouvoir utiliser ce qu'on appelle des exploits. Donc des exploits, ce sont des vulnérabilités au sens CVE du terme qui sont présentes. Évidemment, en tant qu'attaquant, ce que je vais faire classiquement, c'est utiliser un scanner de vulnérabilité sur le réseau pour détecter quelles sont les vulnérabilités. Là, on va prendre un exemple. Et imaginons que cette machine Windows soit la machine d'un administrateur système et il a installé un outil de gestion de switch. Voilà, j'ai des switch Netgear et je vais installer un outil qui me permet d'administrer mon switch, etc. Il se trouve que certains outils d'administration ont des vulnérabilités et on va pouvoir les exploiter. Donc là, maintenant, on bascule sur une Kali. Donc, certains outils d'administration ont des vulnérabilités et on va pouvoir les exploiter. Donc là, maintenant, on bascule sur une Kali, donc une petite Kali Linux, et pour ceux qui connaissent, qui est préinstallée et qui me permet de faire un certain nombre de choses. Donc, je vais lancer mon petit Metasploit sur ma Kali, un peu plus de Kali actuellement, et je vais être en capacité de évidemment scanner au départ et de voir quels sont. Donc là permet de voir tous les exploits pour Windows. Donc vous voyez, c'est ranké par date de sortie, par est-ce que c'est excellent ou pas, etc. Et donc là, imaginons que j'ai fait mon scanner de vuln au préalable, je vais maintenant détecter qu'il y a ce toutou Netgear qui est installé, et je vais maintenant charger la commande l'exploit qui m'intéresse. Ensuite, une fois que je l'ai chargé, je vais regarder les options. Donc les options, ici, il n'y en a qu'IP. Donc Chine, je dois me connecter pour utiliser l'exploit. Donc là, je vais paramétrer le commande l'exploit qui m'intéresse. Ensuite, une fois que je l'ai chargé, je vais regarder les options. Donc les options, ici, il n'y en a qu'IP. Donc Chine, je dois me connecter pour utiliser l'exploit. Donc là, je vais paramétrer le host AD, c'est-à-dire le titre qui termine par 200. Ça y est, mes options sont prêtes. Il va simplement me suffire de lancer l'exploit depuis ma Kali avec la commande exploit. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir me insérer au travers de cette vulnérabilité, parce que j'ai cet outil de gestion, notamment quelque chose qu'on a permis à dire des choses. Après, une fois que j'ai fait ça,
Ben, en fait, je peux faire absolument tout ce que je veux sur la machine. Évidemment, je peux killer des registres, je peux faire ce genre de choses. Donc là, par exemple, j'ai ouvert sur ma machine Windows un bloc-notes. Je vais pouvoir regarder tous les temps sur cette machine. Je vais voir quel notepad et je vais pouvoir évidemment killer le notepad côté au travers de mon exploit. Faire sur ma machine Windows un bloc-notes. Je vais pouvoir regarder tous les temps sur cette machine. Je vais voir quel notepad et je vais pouvoir évidemment killer le notepad côté au travers de mon exploit. Donc vous vous rendez bien compte que il faut avoir en tête la gestion aussi des outils et parfois quelque chose qu'on installe sur une machine peut avoir des répercussions extrêmement fortes sur la santé. Évidemment, il y a certains exploits qui me permettent de tuer l'antivirus sans que ça se voit, évidemment. Et je peux aussi rentrer en mode shell. Donc là, je rentre en mode shell, mais aussi rentrer en mode shell type PowerShell. Et évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, une fois que je suis rentré en mode PowerShell, je peux à peu près faire ce que je veux de l'autre côté. Du coup, Guillaume, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce genre de manipulation malicieuse? Alors là, certains de mes collègues du moment savent de quoi je vais parler, de patcher et de patcher tous les mois, et pas que les serveurs, les stations de travail, les serveurs, les logiciels métiers. Puisqu'on vient de voir que là, c'est de patcher et de patcher tous les mois, et pas que les serveurs, les stations de travail, les serveurs, les logiciels métiers. Puisqu'on vient de voir que là, c'est une solution de pilotage de switch, de commutateur, qui nous a permis de rentrer en tant qu'admin sur la machine. Donc là, ça va être alors heureusement, pour nous aider, il y a quand même des outils de scan vulnérabilité qui vont nous permettre de nous dire attention sur cette machine, vous avez encore un VNC qui traîne, attention sur cette machine, vous avez un PC Anywhere ou je ne sais quelle autre solution qui pourrait représenter une faille. Mais voilà, c'est la partie pénible du travail de patching à faire tous les mois. Du coup, et à Guillaume, automatiser. Tant qu'on en est à parler de patch, il y a un truc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle Zero Logon. Oh tu là nous là. présentes un petit peu ça? Ouais, alors là, ça c'est. Alors le Zero Logon, pour l'expliquer, donc là on a un contrôle de domaine 2019, donc ça s'appelle IDDC1. Donc voilà, fraîchement mis à jour de juillet 2020. Donc là, ce qui se passait, c'est que cette faille Zero Logon, c'est une faille au niveau 20. Donc là, ce qui se passait, c'est que cette faille Zero Logon, c'est une faille au niveau d'un protocole qui s'appelle Remote Net Logon. Hein. Donc, elle est très bien documentée par Microsoft. Elle s'appelle CVE 2020 1412. Alors, elle est classée niveau 10 pour une connexion réseau pour arriver à générer l'exploit. Et l'exploit, il est terrible. Il permet de passer de domaine admin. En gros, comment ça va constituer? Donc, c'est quand même raisonnable. C'est pas si en retard que ça. Et en fait, cet exploit, pour l'exécuter, je vais utiliser un outil qui s'appelle Mimikat. Utiliser proprement cet outil Mimikat, j'ai tout simplement déjà arrêté Windows Defender si j'avais Windows Defender sur la machine d'attaque. Après, j'ai téléchargé avec IE parce que les autres navigateurs le bloquent. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais lancer mon Mimikat qui va inclure donc cet exploit-là. Je vais faire une première commande donc, qui s'appelle lslog, le bloc. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais lancer mon Mimikat qui va inclure donc cet exploit-là. Je vais faire une première commande donc, qui s'appelle lsadump. D'abord, je vais faire un privilège de point debug. Ça, à ce moment-là, mon Mimikat, il a accès à la mémoire intégrale de tous les process. Et j'enchaîne avec le lsadump zero logon qui est l'attaque. Et en fait, cette attaque-là a une valeur. C'est ça l'exploit. C'est fait. Je peux faire une autre attaque qui est connue sous le nom de DCSync qui va me permettre en fait de me faire passer une monnaie de répliquer les changements. Et là, regardez, c'est cette attaque-là que je vais maintenant lancer. Dès qu'elle arrive, la petite capture adéquate. Ça y est, ça arrive. Donc là, voici la deuxième commande, la fameuse attaque DCSync. Et le but de mon DCSync, ça va être de récupérer dans ce hash d'un compte très important qui s'appelle KRBTGT. Et ce compte-là, en fait, c'est celui qui est eu de mon DCSync, ça va être de récupérer dans ce hash d'un compte très important qui s'appelle KRBTGT. Et ce compte-là, en fait, c'est celui qui est KKDC en Kerberos, c'est le maître des clés Kerberos. Donc, si je fais ça, je peux générer n'importe quel ticket Kerberos que je veux. Donc, on va voir un peu après dans d'autres vidéos les attaques pass the hash
Voilà. Bah, Alors, Sylvain, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire effectivement, pour lutter zéro contre logon, le le patching, c'est pas sexy, c'est pas sympa. Encore une fois, c'est l'absolue nécessité. Compléter ça, pourquoi pas, avec des scans de vulnérabilité pour s'assurer qu'on n'ait pas fait de bêtises. Ainsi que, attention, il y a une question d'ailleurs dans le chat par rapport à ça. On me dit antivirus EDR. Alors, ce n'est pas une protection de TAD. On n'a malheureusement pas le temps de tout voir, mais il y a tout un tas de techniques très faciles pour bypasser les antivirus et les EDR. Il y a tout un tas de choses amicales avec deux, trois valeurs un peu différentes à d'autres antivirus et les EDR. Il y a tout un tas de choses amicales avec deux, trois valeurs un peu différentes à sur deux, trois endroits. Voilà, il y a tout un tas de techniques. Ne pensez pas que l'antivirus ou l'EDR, c'est le. Vous allez au-devant de très gros problèmes. Du coup, une fois qu'on a compris qu'il fallait patcher, qu'il s'occuper de toutes ces vulnérabilités, maintenant on regarde un petit peu les notions de fédéral et d'escalation de privilèges au sein de l'annuaire. Donc là, pour changer un peu, parce que là on avait fait un petit truc avec Minicat, Spraycat. Donc effectivement, là l'idée c'est un peu la même que ce qu'on vient de faire, mais là l'objet, je vais utiliser. Alors, il me faudra que je possède un compte qui soit admin sur ma cible. Donc il faut regarder mon trait avant pour récupérer ce genre de choses. Donc là, le compte que je vais utiliser, c'est alors, il me faudra que je possède un compte qui soit admin sur ma cible. Donc il faut regarder mon trait avant pour récupérer ce genre de choses. Donc là, le compte que je vais utiliser, c'est un compte qui s'appelle Dark. Et ce compte-là, en fait, il est admin local. Je dis domaine admin, il est admin local sur ma cible. Parce que je vais injecter à distance, en fait, un certain nombre de choses au niveau de la machine Windows. Mon ami Dark, qui vient du domaine, il est bien local admin de ma machine. C'est un prérequis pour l'exécution de Spraycats. Donc le script Spraycats, derrière, c'est du Python pour l'information. Donc d'ailleurs, c'est pas très très compliqué à lire, mais moi, tout le monde doit pouvoir y arriver. Je vais charger mon script et je vais targeter la machine que je connais avec le compte que je connais, parce qu'on considère que j'ai déjà récupéré le mot de passe du compte qui est local admin. Et là, on va retomber dans un mode qui est donné avec le compte que je connais, parce qu'on considère que j'ai déjà récupéré le mot de passe du compte qui est local admin. Et là, on va retomber dans un mode qui est à peu près de Mimikat. Je vais pouvoir récupérer, si j'ai quelqu'un par exemple qui est donc là la commande c'est pour récupérer dans la mémoire un certain nombre d'informations, récupérer à nouveau tous les hashes de mots de passe qui peuvent être dans la mémoire. Il y a d'autres commandes qui me permettraient de récupérer des choses qui sont dans le registre, comme expliqué tout à l'heure Guillaume. Et vous pouvez downloader Spraycat sur GitHub, il est assez simple à trouver. Guillaume, du coup, recommandations notamment pour la gestion des comptes admin locaux. Alors clairement là, c'est Microsoft LAPS. Donc pour rappel, LAPS c'est une solution add-on qui se déploie très facilement. Donc c'est juste un update de schéma, alors c'est un peu pénible, qui rajoute 2 classes d'attributs et qui consiste à stocker le mot de passe dans le compte ordinateur des machines membres du domaine. Et surtout, ce qui est bien avec LAPS, c'est qu'on va pouvoir garantir que le mot de passe. Et surtout, ce qui est bien avec LAPS, c'est qu'on va pouvoir garantir que le mot de passe pour chaque machine change à intervalles de temps réguliers et est différent des autres machines. Parce que regardez, si vous masterisez tous vos postes, il est très propre que le mot de passe local soit le même. Et donc, il me suffit de récupérer un compte, enfin une machine de la volée, d'appliquer tout ce qu'on a vu en vidéo 1, et à ce moment-là, j'ai réussi à récupérer le mot de passe et je peux me connecter sur toutes les machines d'entreprise. Je suis pas domaine admin, mais c'est presque comme si. Donc c'est ça vraiment qui va être important pour bloquer le mouvement latéral, c'est LAPS, changement des mots de passe admin locaux, des stations de travail, des serveurs membres du domaine. C'est fondamental. Okay, et toujours le modèle de tiering aussi, un tier 0, tier 1, tier 2, très important. Donc là maintenant, pour montrer à quel point le modèle de tiering est important, on va refaire à peu près la même chose. On va utiliser simplement, on va utiliser pour le coup Mimikat, donc encore une fois l'outil un peu classique. Et en fait, on va expliquer ce qui va se passer. Donc là, je vais lancer. Donc je suis connecté avec mon compte utilisateur Dark, encore une fois, qui est admin local de cette workstation, et je vais lancer une console MMC. Donc il est juste admin local de cette workstation, il n'est pas domaine admin. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous lancez un exécutable au travers d'une commande DOS, en fait, d'un point de vue
sécurité, le compte exécute également la MMC. C'est-à-dire que ma MMC ici, elle est exécutée au nom de Dark avec mon compte utilisateur qui est admin local. Donc là, évidemment, je suis admin local. Si je vais au niveau de mon domaine, rien ne m'empêche de lire ce qu'il y a dans le domaine. Hein, c'est pas un souci parce que c'est un compte de domaine. Mais si je veux faire des manipulations dans le domaine, normalement, j'ai pas le droit de le faire. Je ne peux pas modifier ou supprimer des objets qui sont directement dans le domaine, sauf bien sûr si j'ai une délégation. Donc après, pareil, on va illustrer ça pour directement passer ensuite domaine admin. Donc là, il y a plein de moyens. Je vais à nouveau lancer Mimikatz au travers de PSExec pour utiliser le Content Authority. Le Content Authority, en gros, ça représente le compte machine. Donc le compte machine, évidemment, il peut faire à peu près tout ce qu'il veut. Et là, je vais en fait utiliser Mimikatz pour capturer à nouveau ce qu'il y a en mémoire. Donc là, après, il y a plein de méthodes de social engineering. Vous appelez le support, vous dites que vous avez un problème, le gars se connecte à distance et vous allez récupérer ses logins, ses mots de passe, sauf si vous avez certaines versions de RDP, certaines versions de Windows, etc. Mimikatz ou d'autres outils vont être en capacité de capturer. Donc là, typiquement, là, j'ai capturé en mémoire un certain nombre d'informations et je vais être en capacité de capturer notamment le hash parce que, rappelez-vous, j'ai pas besoin d'un mot de passe pour m'authentifier. En fait, là, je récupère directement le hash d'un mot de passe NTLM pour un compte qui s'appelle Yoda, parce que je l'ai appelé, parce que je voudrais qu'il fasse du support sur ma machine. Et là, il se trouve que Yoda, si je regarde dans mon annuaire, j'ai un compte qui est domaine admin. Alors là, c'est bingo, évidemment. Là, ça va très très vite. Ça veut dire que directement, derrière, je peux rejouer le compte utilisateur Yoda, remettre son hash NTLM, m'authentifier sur le domaine. Et là, ça va lancer une autre invite de commande. Et à nouveau, là, si je lance maintenant un exécutable depuis cette invite, le compte en termes de sécurité qui va faire tourner cet exécutable, c'est en fait mon compte Yoda. Donc là, maintenant, j'ai lancé une MMC qui est en fait rattachée au token de Yoda, si vous préférez. Et là, évidemment, je vais pouvoir faire ce que je veux, puisque là, maintenant, je suis connecté en tant que domaine admin. Donc, à nouveau, attention, évidemment, là, j'ai fait un truc simple, j'ai récupéré depuis la mémoire. Il y a d'autres outils qui me permettent de récupérer des choses qui viennent via le réseau, des choses qui viennent en mémoire, des choses qui sont dans le registre. On connaît tous beaucoup Mimikatz, mais il y a tout un tas d'autres outils que l'on peut utiliser pour faire ça. Guillaume, à nouveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Tiers modèle? Oui, principalement, effectivement, hein, c'est ça qu'il va falloir faire, le tir modèle, etc. Par contre, juste parenthèse sur la vidéo, je l'ai pas vu ta vidéo lancée. Hein. Je sais pas si tu l'avais lancée ou pas. Tu vois, moi, je l'ai vu lancée pour information. Donc, je pense que d'autres ont le souci. Julien, tu me confirmes? Elle était lancée? Non. Non, en fait, il faut cliquer. Il y a un bouton lecture. Chacun des participants doit cliquer sur le bouton de lecture. Chacun des participants. Je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'on a le problème depuis tout à l'heure. Donc en fait, moi, là, depuis tout à l'heure, effectivement, non, alors tout à l'heure, la première avait démarré toute seule, et là, je ne sais pour quelle raison. Voilà. D'accord. Donc on va et là, par exemple, ça a démarré. Très rapide. On va peut-être la repasser en très rapide quand même. Okay. On va avancer parce qu'on est à la bourre, Guillaume. Ok, alors on continue. Donc à ce moment-là, on va faire attention de bien lancer la nouvelle vidéo. Je la lance. Voilà. Non, c'est pas la bonne. Pardon. Hop. Donc je la lance aussi, comme ça on est sûr que ça sera tout bon. Donc là maintenant on va parler de Death Internal. Alors Death Internal, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un superbe outil. C'est un Mimikatz, on va dire en ligne de commande. Là, l'objectif pour moi, c'est d'arriver à afficher les hashes de mots de passe. Vous voyez le comte Saint-Mathieu qui est affiché à l'écran. En fait, il était marqué note 7. C'est-à-dire qu'il va avoir un attribut comme Unicode PWD qui stocke en fait le mot de passe au format NTH de l'utilisateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout un formidable module PowerShell tiers qui s'appelle Death Internal. Et grâce à Death Internal, je vais pouvoir faire deux choses. Soit j'utilise directement le fichier ntds.dit et je le déchiffre parce que la clé de chiffrement qui stocke les mots de passe, elle est aussi dans la base de registre. Soit je vais utiliser le protocole, c'est typiquement ce que fait l'attaque DC-Sync. Et grâce à ça, je vais analyser le trafic de réplication et bingo, comme dans le trafic de réplication, tout réplique. Et grâce à ça, je vais analyser le trafic de réplication et bingo, comme dans le trafic de réplication, tout réplique, y compris le mot de passe, j'aurai l'essentiel. Donc, ce qui est diabolique avec Death Internal, c'est là, vous oubliez les EDR, tout ça, il ne verra rien. Vous faites un install module Death Internal
Et après, il y a une autre commande à lancer, get-addb, on l'a vu tout à l'heure en commande. Et cette commande-là, en fait, elle va nous permettre d'afficher le NTH du compte que l'on souhaite. Donc, en gros, encore une fois, même pas besoin d'aller, comme avant, récupérer le ntds.dit et d'aller utiliser libesdb pour monter le ntds.dit comme une base de données et utiliser ntds extract. Vous faites tout ça en PowerShell. Et ça, c'est le premier mode. Et sinon, il y a le mode DCSync qui est intégré aussi dans DSInternal. Donc là, vraiment, pensez-y, patching, parce que les antivirus, ils sont out. Ils peuvent pas détecter ça. Et effectivement, pas grand-chose à faire, à part avoir évité d'arriver jusqu'à ce type de droit au niveau, au niveau du domaine. Donc maintenant, on a vu comment on pouvait accéder à des comptes qui avaient un certain nombre de pouvoirs, la reconnaissance, la capture de mot de passe en mémoire, la capture de mot de passe sur Active Directory, la récupération d'infos dans le registre, etc., etc. Et maintenant, on va pouvoir commencer à faire de la persistance. Alors la persistance, c'est tout simplement le fait de vouloir rester chez sa cible sans que ça se voit. Et là, on va voir, donc là, je clique sur Play pour ceux qui… Moi aussi, je viens de cliquer. Pour ceux qui ne se lancent pas automatiquement, cliquez tous sur Play. Et donc là, on va utiliser en fait un système de manipulation qui est assez curieux. Il y a un attribut particulier qui s'appelle Primary Group ID et qui est présent dans tous vos utilisateurs. À la base, cet attribut, pour faire très simple, cet attribut a été rajouté par Microsoft pour assurer un certain niveau de compatibilité avec les environnements Unix. Ce qui se passe, c'est que quand vous mettez une valeur dans cet attribut, donc de base, vous allez mettre il y a une valeur en fait quand vous créez un user par défaut, et par défaut c'est 513 si je dis pas de bêtises. Et quand vous avez cette valeur-là, en fait, vous appartenez automatiquement au groupe utilisateur du domaine. Mais vous pouvez modifier cette valeur. Donc là, je vais utiliser à nouveau Mimikatz pour faire en fait la combinaison de deux choses. Je vais utiliser la technique DC Shadow qui consiste en gros à créer un domaine contrôleur fake et je vais lui demander de répliquer en fait et de changer la valeur et de la passer de 513 à 512. C'est à quoi ça va servir? L'idée, ça va être de modifier cette valeur pour que le compte utilisateur maintenant soit admin du domaine. Mais attention, là où c'est terrible, c'est qu'en utilisant en fait Primary Group ID, si vous faites une requête LDAP sur votre domaine et que vous regardez si le user appartient au groupe domaine admin, vous verrez qu'il n'appartient pas au groupe domaine admin. Donc, en changeant cette valeur, c'est ce qu'on appelle un attribut construit sous Active Directory. En fait, quand la personne va ouvrir la session, il y a un certain nombre de mécanismes qui vont lui donner, en gros, des tokens lui permettant d'être domaine admin sans qu'il appartienne, d'un point de vue LDAP, au groupe domaine admin. Et c'est exactement ce qu'on peut faire avec une attaque DC Shadow. Donc là, je vais faire maintenant le push, parce que sur DC Shadow, il y a deux fenêtres. D'abord, vous créez votre modification, et puis ensuite, vous poussez votre modification. Et ça, c'est un des moyens simples de modifier cette valeur et de faire de la persistance. Parce que là, maintenant, mon user, il est passé avec un Primary Group ID qui lui permet en fait d'être domaine admin. Mais encore une fois, si je regarde avec un browser LDAP que vous voyez sur votre droite, il n'est toujours pas domaine admin. On ne voit pas qu'il est domaine admin au niveau de ma machine. Donc, ça, c'est de la persistance. Vous allez vous cacher vis-à-vis de l'environnement. Vous allez vous cacher pour pas que les SIEM, pour pas que les outils qui collectent les logs soient en capacité de vous détecter. Et en plus, DC Shadow, pour le coup, est quelque chose qui se cache particulièrement bien, notamment au niveau du journal des événements. Rémédiation, Guillaume, faut avoir été propre avant, j'imagine. Ah, il y a déjà ça, mais un point pour l'histoire du cachet avant qui est important. Pourquoi on ne le voit pas dans les observateurs d'événements? Parce que tout trafic, tout passe en fait au niveau du trafic de réplication, la fameuse DLL de réplication MS DSRR. Et en fait, c'est pour ça que les logs ne voient rien, parce que tout se fait en fait au niveau réplication. On se fait passer pour un faux contrôleur de domaine et on envoie de l'information aux autres contrôleurs de domaine. Voilà, c'est en fait l'inverse strict de l'attaque DCSync. C'est de manière classique les informations. Donc effectivement, il n'y a rien à faire. Une fois que vous êtes domaine admin, vous pouvez faire ce genre d'attaque planquée de manière très très vicieuse, parce qu'on ne voit pas dans les logs et on ne voit pas
non plus, parce que c'est le primary group ID. Alors attention, la vidéo est partie trop vite. Je vais juste revenir en arrière. Maintenant qu'on a vu ça et que je suis donc attaquant, ce qu'on va faire, c'est que je suis tout content de moi, mais là, les gens, et donc il y a 2 étapes qui restent à faire. La première étape, elle va consister à détruire les sauvegardes intégralement. Alors comment je vais faire ça? En fait, je vais aller dans Vim Backup. Alors, je vais juste un tout petit peu résumer la vidéo, voilà. Et dans mon Vim Backup, là, j'ai une super sauvegarde qui s'appelle le Scale-out Repository fait un stockage local et un stockage distant sous forme avec Azure. Et ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est que là, j'ai fait toutes mes sauvegardes proprement. Et en gros, attendez, je crois qu'il y avait un problème parce que j'ai pas mis lecture. Voilà, ça doit être mieux. Là, j'ai fait toutes mes sauvegardes proprement. Et en gros, attendez, je crois qu'il y avait un problème parce que j'ai pas mis lecture. Voilà, ça doit être mieux. En gros, là, ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vois mon scale out. Donc, j'ai mon stockage local, mon stockage distant, donc Azure. Et je me dis, je suis sécure. J'ai une fois une copie en local. Si l'admin il a accès à Vim Backup, qu'est-ce qu'il fait? Il va au niveau du logiciel, il va donc dans la sortie backup infrastructure, enfin plutôt home, et il va attends, là, Sylvain, j'ai l'impression qu'il y a des gros problèmes avec la vidéo. Donc, je vais refaire, parce que je suis désolé, là, ça déconne complètement. Hop, permis de lecture aussi. On touche plus à rien, je pense que ça va repartir. Voilà, donc là, on était sur la partie toutes nos excuses, mais notre idée de mettre les vidéos sur YouTube n'est pas forcément une superbe idée. Non, décidément. Voilà ou pas? Je pense qu'on a du lag, hein, les gars. Ah, ouais, parce qu'il y a 400 personnes. C'est ça. Décidément. Voilà ou pas? Je pense qu'on a du lag, hein, les gars. Ah, ouais, parce qu'il y a 400 personnes. C'est ça, vous êtes victime de votre succès. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va expliquer après, j'aimerais juste voir pour vous montrer la vidéo. Donc, le premier point, c'est que dans les sauvegardes, en fait, on peut directement depuis le logiciel de sauvegarde accéder à sa sauvegarde locale et accéder à sa sauvegarde distante. Et ça, le logiciel de sauvegarde va tout simplement permettre de supprimer les jobs de sauvegarde. Donc, la morale de l'histoire, c'est que vous faites des sauvegardes hors ligne. Sinon, vous risquez de perdre toutes vos données. Parce que l'attaquant, il le sait tout ça. Et en plus, il y a un truc encore plus traître avec le logiciel de sauvegarde, c'est que le logiciel de sauvegarde, il accède à tout. Et normalement, dans Vim Backup, il y a quelque chose qui s'appelle le Credential Manager. Et le Credential Manager, en fait, il est stocké lui-même dans la base de données de Vim Backup, dans une table qui s'appelle dbo.credential. Et cette table dbo.credential, comme Vim Backup, c'est quand même le leader du marché, ils font les choses extrêmement bien, ils ont chiffré les mots de passe. Sauf qu'encore une fois, il faut se poser les bonnes questions. Le logiciel de backup, il accède au système. Ils ont chiffré les mots de passe. Sauf qu'encore une fois, il faut se poser les bonnes questions. Le logiciel de backup, il accède au système cible. Donc, si le logiciel de backup peut le faire, vous, en système, vous pourrez forcément le faire. Et ça ne loupe pas. Vim fournit évidemment une DLL. Alors, j'essaie quand même de vous l'afficher dans la vidéo, c'est tout à la fin. Il fournit cette DLL et cette DLL-là, en fait, elle permet concrètement d'aller voir, en fait, qui est… Voilà, ça y est, on a le code. On bouge plus. Est-ce que tout le monde voit bien les 3 lignes de code? Non, apparemment, c'est pas le cas. Donc, en fait, on voit, on a une variable qui s'appelle $encoded. On y met le hash de son mot de passe, plutôt la version chiffrée du mot de passe. On instancie un add type et on instancie la DLL Vim Backup Common DLL. Et enfin, on utilise la fonction getLocalString et ça va nous renvoyer le mot de passe qui est utilisé par Vim pour se connecter à un target system. Et donc, évidemment, vous allez récupérer facilement les mots de passe qui permettent de vous connecter aux ESX ou aux Hyper-V. Mais plus traître, si vous faites par exemple de la récupération, restauration dans Azure, vous pouvez aussi récupérer le mot de passe du groupe de ressources Azure et du compte de stockage Azure. Et là, si c'est la prod, l'attaquant maintenant a accès à Azure et il détruit tout. Et c'est le même principe pour Office 35. Les Vim Backup for Office 35, s'ils sont compromis, peuvent en plus générer une escalade parce que c'est des comptes très importants évidemment qu'on utilise pour la sauvegarde. Sylvain, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? La morale de l'histoire, c'est évidemment, faites continuer à faire des sauvegardes, hein, c'est pas ce qu'on veut dire, mais faites des sauvegardes qui soient hors ligne. Conservez des sauvegardes qui soient en dehors d'Azure, en dehors de votre réseau. La sauvegarde dans Azure, c'est super, ça permet une reprise d'activité super rapidement, etc. Mais en complément de ça, faites absolument des sauvegardes que vous conservez hors ligne, en tout cas pour les choses particulièrement essentielles pour vous. Voilà. Du coup, pour la dernière, je vais essayer de faire un partage d'écran. Guillaume, on va faire ça, on va voir si ça fonctionne. Et projeter un nouveau contenu, partage d'écran. Sinon, vous pouvez le faire en chanson.
On peut le faire en chanson. Ah, mais c'est le clou final. Et ça marche pas du tout. Donc, on va Rester sur nos petites rester sur notre petite vidéo. Et donc, la petite vidéo, la dernière. Alors, on mettra les vidéos en ligne, on vous donnera les URL. Comme ça, au moins, il y aura pas de souci. Vous pourrez regarder ça tranquillement. J'arrive même pas à mettre la dernière vidéo, ça m'inquiète un peu. Bon, c'est pas grave, on va pas la mettre, c'est bien dommage. Alors, je l'explique brièvement. En gros, il y a un logiciel open source qui s'appelle Descriptor. Descriptor, c'est un équivalent de BitLocker. Ça se télécharge depuis GitHub. La dernière version release, c'est une 1.1. Vous pouvez avoir une version bêta 1.2. Le principe, c'est que l'attaquant, une fois qu'il est admin du serveur Hyper-V ou VMware, ce qu'il veut maintenant, c'est détruire l'accès aux machines où il y a de la donnée. À la rigueur, les contrôleurs de domaine, ils s'en foutent. Ce qui est important, c'est les machines où il y a des données. Donc, l'étape d'avant, évidemment, il a détruit les sauvegardes locales et distantes. Et comme il fait de sauvegarde offline, maintenant, il va vous détruire vos données. Pour ça, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser Descriptor et il va, entre guillemets, s'amuser à vous mettre un mot de passe assez compliqué qui sera demandé au démarrage avec un joli message d'erreur qui vous dira, enfin, de message d'information, merci de saisir le mot de passe. Et quand vous aurez saisi le mot de passe, à ce moment-là, en fait, la machine va démarrer. Pourquoi? Parce que Descriptor va fonctionner de deux manières. Un, il va modifier le MBR ou le démarrage via l'UEFI pour faire en sorte que ça soit chiffré avec un mot de passe en clé de démarrage. Et derrière, ce qu'il va faire, c'est que il va chiffrer intégralement le contenu du disque. Donc, si vous montez après le disque chiffré par Descriptor via un gestionnaire de disque, vous verrez une partition de boot qui sera éditable et vous verrez derrière une partition en mode RAW qui contiendra toutes vos données. Voilà. Donc, c'est vraiment assez affreux ce qui peut arriver. Et donc là, il n'y a rien qui garantit effectivement que ça peut fonctionner. Sylvain, est-ce que j'ai moyen? J'ai démarré le partage d'écran. Je vais voir quand même si je peux arriver à. On est déjà en retard, Guillaume, en fait. Là. Ok. Alors, écoute, est-ce qu'on peut juste partager les slides de nouveau? On va arriver sur la partie conclusion. Alors, hop. Je reprends rapidement la conclusion. La conclusion. Elle est là. Donc, désolé pour la démo, mais tout ça est sous YouTube maintenant. Vous pourrez y accéder. Sylvain, ça lag beaucoup. Ouais, je vois ça. Je tente de partager. Ah! Non. Ah là, c'est les vidéos encore que tu partages. Non, mais c'est pas ce que je partage, mais c'est ce qui se passe. C'est un peu différent. Je retente. Je pense que c'est la vidéo que tu as tenté bien avant de lancer. Ouais. Bon, écoutez, c'est pas grave. On fera pas la dernière slide. Alors, très rapidement, pour expliquer le plan d'action, parce qu'on a parlé de beaucoup de remédiation en continu. Donc, l'idée, c'est que pour mettre en place les actions correctement, il faut voir les actions de manière prioritaire et les classer de manière en priorité. Et en fait, nous, pour ça, chez Flexi, par exemple, on a une notion de pyramide avec une notion de livre d'étage, donc qui correspondent aux différentes criticités du plan d'action. Donc, par exemple, tout ce qui est délégation d'admin, c'est du niveau 1. Tout ce qui est sauvegarde hors ligne, c'est clairement du niveau 0. C'est le premier truc que je fais maintenant chez un client. Dès que j'arrive, je me pose même pas la question de savoir si c'est une passoire ou non. C'est malheureusement souvent le cas. Je fais un backup à froid parce que je me dis qu'au moins je pourrais repartir. Et je me donne du temps. Après, les autres actions, ça va être effectivement le patching. Après, on peut aller commencer à réfléchir aussi à faire de la sauvegarde externalisée, des PRA. Voilà, ça va être vraiment de prioriser. Et souvent, on va voir que l'achat d'un produit tiers, c'est pas forcément la priorité. Alors évidemment, il y a des produits type Site 4D qui vont permettre de faire cet accompagnement. Donc là, ils sont utiles à tout niveau parce qu'ils vont permettre de vous dire voilà, c'est vers ça que vous devez faire pour tendre vers quelque chose de sécurisé. Mais vraiment, ayez le réflexe de savoir prioriser les actions à mener. Merci à tous. Non, mais on est déjà très en retard, Guillaume. Il faut qu'on coupe. Il y a les suivants qui arrivent. Merci à tous et à toutes. On s'occupera de mettre les éléments en ligne pour que vous ayez l'ensemble des liens et l'ensemble des vidéos de manière à ce que vous puissiez regarder. Je crois que la plateforme a eu du mal à suivre la charge. Il ne me reste plus qu'à vous
souhaiter une très bonne fin de journée. Merci, bonne journée à Sylvain, tous. Au revoir. pour cette présentation.